Bah, prenez les micros et vous allez vous déplacer. Bah, pour deux. Un pour deux. Ouais. Bonjour donc. Alors je vous remercie d'être venus plus nombreux que les auteurs pour écouter cette conférence, mais on sait que les conférences du matin sont souvent les moins fréquentées dans les salons du livre. C'est l'heure des braves. Voilà. Donc pour inaugurer ce premier salon de la fantaisie, nous avons le plaisir d'avoir la présence de Lionel Davoust avec nous, qui écrit sa série essentiellement évangélique, mais d'autres textes aux éditions critiques. Notre ami Jean-Sébastien Guillermou pour Les Pirates de l'Escogriffe chez Rajlot, si ma mémoire est bonne. Sylvie Miller. C'est moi. Et son cycle, entre autres, de la serre détective des dieux, puis je passe sur toutes les nouvelles et tout le reste. Et le petit jeune de la bande, là, qui démarre, Pierre Bordage, qui vient de publier un livre qui s'appelle La recherche du temps perdu. Donc, qui est vraiment quelqu'un qui publie beaucoup, essentiellement de la science-fiction et un petit peu de fantasy maintenant, encore que il y aurait même des choses, des questions à se poser, ce qu'on ne manquera pas de faire cet après-midi d'ailleurs, sur ce que tu écris réellement. Si quelqu'un pouvait m'éclairer. Bah, j'ai fait une étude longue. Donc là, en fait, on va commencer par aborder une question assez importante pour la fantasy, qui est les relations de la fantasy avec les mythes et les mythologies. Moi, la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi cette relation entre les mythes et les mythologies? Pourquoi cette proximité de la fantasy? Pourquoi la fantasy a-t-elle besoin des mythes et des mythologies? Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, en tant qu'auteur, pour vous inspirer, pour pouvoir avoir de la matière pour écrire vos livres? C'est quoi cette relation-là particulière entre la fantasy et ça? C'est moi que tu regardes. Ouais, Tu regardes. Ah. Allô. Déjà pas celui-là. Oui, donc je disais, c'est moi que tu regardes, donc je pense que c'est bon. Il va y avoir. Fichtre, vaste question. En gros, la fantasy, on la définit souvent comme une littérature de l'imaginaire qui est fondée ou se base ou s'inspire du merveilleux, donc l'affiliation avec le mythe, elle est naturelle. Le lien ça marche. Donc, le lien avec l'élite, de manière générale, elle est naturelle, puisque le merveilleux, ça s'entre là-dedans et ça s'entre dans toutes ces traditions-là. En fait, je pense que ce qu'on cherche dans la fantasy en tant que lecteur et donc comme auteur, c'est ce lien avec cet enchantement du monde. Et cet enchantement du monde, historiquement, c'était les mythes, c'était ces premières histoires fondatrices qui restent d'actualité, puisqu'elles parlent à des choses qui sont très profondément ancrées dans la nature humaine. Donc c'était ça qu'on recherchait. Donc à partir du moment où on parle de merveilleux, on s'inscrit dans cette tradition. Certains auteurs, certains essayistes disent que Gilgamesh c'était de la fantaisie, les contes c'était de la fantaisie. Je pense qu'on en parle avec Stéphane, c'est un anachronisme de dire ça, puisque la fantaisie elle naît. La fantaisie elle naît typiquement au tournant du XXe siècle, en gros. Selon comment on pose les jalons, mais c'est un genre qui est moderne, c'est une lecture moderne de tout ce héros qui est mythologique. Par contre, clairement, la fantaisie, elle descend en droite ligne. Oui, mais c'est une réinterprétation, une réinvention de tous ces mythes. Elle les utilise. Et on pourrait même, il y a aussi un discours, il y a aussi un échange entre le regard moderne et l'utilisation de ce terreau mythique, et comment il y a une espèce de dialectique qui s'installe entre le regard moderne et le retraitement, la réécriture du mythe et de ce terreau historique ancestral. C'est un des intérêts de la fantaisie, c'est d'avoir ce dialogue entre les deux. Je suis déjà beaucoup parlé des choses. Et en même temps, l'utilisation des mythes, ou en tout cas le retraitement des mythes, on s'ancre quand même dans un fond commun, dans quelque chose qui est passé dans l'inconscient collectif et qui fait appel à des choses chez tout le monde. Parce que tout le monde a lu plus ou moins des contes, des choses quand il était petit, des choses qui se racontent, et ça fait donc appel à un terrain que tout le monde peut comprendre et qui résonne chez les gens. Et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir retravailler ces mythes, les réinterpréter, jouer avec, et, comme tu le disais, les moderniser. Je suis d'accord avec vous, parce que pour moi, il y a une confusion totale entre la fantaisie et le mythe, et à tel point pour moi, c'est une porte vers un autre état d'esprit. Il y avait Alan Moore dans From Hell qui avait une théorie extrêmement intéressante à ce sujet,
il avait été intrigué par les chroniques romaines, où on voyait des témoignages de généraux qui disaient que l'armée avait été bloquée à un fleuve et que le dieu Pan était venu aider les soldats qui avaient pu braver le fleuve. Mais vraiment de manière très, très littérale, premier degré. Et en fait, pour lui et quelques scientifiques, en fait, à l'époque, il y avait la séparation entre les deux hémisphères du cerveau n'était pas si marquée. Et donc les gens avaient développé une intelligence, on va dire, plus instinctive pour résoudre des problèmes. Et au fil des siècles, petit à petit, c'est la science, c'est la raison, c'est la logique qui est venue suppléer ça et régler les problèmes que les gens se posaient. Mais à la base, on utilisait cette espèce d'inconscient collectif. Et à l'époque, il y avait bien sûr des prophètes, des gens qui seraient maintenant internés en psychiatrie et qui étaient très, très respectés. Donc pour moi, ça me fait toujours rire quand je vois des personnes venir à mon stand, parfois d'un certain âge, en me disant « Mais moi, je ne lis pas l'imaginaire, moi, c'est une littérature, je ne lis pas. » Mais vous ne lisez pas l'Iliade, vous n'aimez pas ces textes-là. Et les gens sont stupéfaits parce que pour eux, ils font une espèce de distinction entre fantaisie et puis culture classique qui pour moi, qui n'a pas lieu d'être. Oui, avant de te passer la parole, Pierre, juste pour préciser une chose, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est que les mythologies particulièrement, et les mythes aussi à moindre degré, sont en réalité des explications du fonctionnement de l'univers qu'avaient nos ancêtres, qui n'avaient pas forcément la culture scientifique qu'on a aujourd'hui. Donc c'était une manière de situer la place de l'homme dans l'univers et de se situer soit par rapport aux orages, au volcanisme et aux tremblements de terre et tout. C'était une explication du monde. Voilà, c'était pour... Alors, moi, évidemment, je dois tout à la mythologie, puisque enfant, j'étais lecteur de mythologie et que ça m'a toujours fasciné, émerveillé. Enfin, je lisais énormément de mythologie grecque, de mythologie du monde entier. Je recevais chaque année mes anniversaires un bouquin sur des mythologies de différentes régions du monde, avec des bouquins blanches et Nathan, je crois, blanc et doré. Pour moi, c'était vraiment un univers absolument passionnant. Et même si, par ailleurs, on dit que la fantasy est une réinterprétation moderne des mythes, je pense que les schémas narratifs n'ont pas tellement évolué. Je pense qu'on est sur un socle commun et qu'on se réinstalle sur ce socle commun avec des petites différences, mais finalement on est dans le même type de récit. Et parlant d'enseignement que donnent les mythologies, je pense qu'on est dans le domaine archétypal et je pense que la fantasy travaille beaucoup avec les archétypes. Moi, je fais alors, je parlais de l'Iliade, je te dis tout l'Iliade et l'Odyssée, pour moi, c'est deux modèles de mythes de fantasy ancienne. Et moderne, parce qu'on peut les relire et bluffé par le modernisme de ces œuvres-là, et d'ailleurs, par exemple, ce que fait Tarantino dans ses films avec le jeu du temps, dans l'Iliade, dans l'Odyssée, dans l'Iliade, on a énormément. Donc, il y a une prise directe avec les mythologies. Et moi, j'ai l'impression que ce que j'essaie de faire de façon inconsciente, c'est, consciente, parce que j'en parle beaucoup, c'est de réinterpréter, de faire mes propres mythologies, d'écrire mes propres mythologies, en me servant de toute cette base de données fantastique posée par les anciens. Et vous êtes en train de nous dire en fait que vous puisez dans les mythologies, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même socle, donc l'Iliade, l'Odyssée, ou vous pouvez vous échapper sur d'autres types de mythes, de mythologie. Vous vous contentez de ça? Comme des bons films. Nous, on va parler de la serre, puisque la serre, c'est quelque chose qui nous occupe depuis un petit moment avec Philippe Ward. Moi, j'ai été... Alors là, on est à la fois dans le mythe et dans l'histoire, puisque depuis que je suis petite, je me souviens, quand mes parents m'ont emmené voir l'expo Toutankhamon. Et là, je découvrais l'Égypte, les dieux égyptiens, et donc forcément, toute cette mythologie, toutes ces histoires de dieux, les histoires de famille, et en creusant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont construites dans la civilisation égyptienne autour de leurs dieux. Donc évidemment, après, j'ai attaqué le mythe grec, les Romains, etc. etc. Et comme Philippe Ward et moi, on était passionnés par l'Égypte ancienne, on s'est dit, on va travailler sur ces mythes-là, et c'est pour ça qu'on a développé l'univers de la serre, avec ce détective qui est dans les années 30, et qui est dans une Égypte où on a encore les pharaons, où les dieux se promènent au milieu des hommes. Et donc c'est comme ça qu'il va devenir détective des dieux. Et donc les dieux, évidemment, dans les années 30, sont des VIP, on leur déroule le tapis rouge, ils roulent avec des belles voitures. Et donc c'était très drôle de réutiliser finalement ces mythes-là, avec les dieux qui ont bien leurs caractéristiques telles qu'elles étaient décrites dans la mythologie, mais avec un comportement un peu plus moderne,
Mais on voit bien toutes les histoires de famille entre Isis, Osiris, Seth, etc. Et du coup, on a aussi un petit peu creusé du côté de Babylone, on a mis les Grecs, on a mis les Romains, et du coup, ça nous a permis d'explorer un petit peu toutes ces mythologies-là. Voilà. Évidemment. Ouais. Et du coup, là, c'est une réécriture consciente, en fait. Là, c'était, on prend les mythes et on joue avec. Ah, c'était vraiment le fait de vouloir jouer avec les mythes, parce que on était passionnés à la fois d'histoire de détective, le détective Hard Boiled, effectivement, façon années 30 à l'ancienne. On aimait bien l'Égypte, on aimait bien l'humour, voilà, on a mis tout ça dans un chapeau, on a secoué et on est sorti toutes les aventures de la série. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit s'en tenir à ces vieux mythes ou est-ce qu'on peut aller sur des choses plus récentes? Alors, par exemple, j'en ai deux là. Jean-Sébastien, peut-être d'abord? Moi, en fait, je me suis un petit peu amusé à détourner la mythologie des pirates, parce qu'il y a on va dire, des archétypes avec le maelstrom, les créatures marines, tout ce genre de choses. Et moi, je suis passionné par le mythe. J'ai déjà lu Campbell, Mircea Eliade, des gens qui ont travaillé sur les mythes, et c'est fascinant parce qu'on retrouve vraiment, tout à l'heure Pierre parlait d'archétypes, on retrouve des archétypes. Et donc il faut, à mon sens, il ne faut pas hésiter à justement à développer une grande culture du mythe pour pouvoir piocher ici et là. Et bien sûr, créer, l'idée c'est pas bien sûr de copier-coller les mythes qui existent, il faut s'y approprier. Ça me paraît bien sûr évident. Lionel ? En fait, l'être humain est toujours en train d'inventer des histoires pour se raconter le monde. Tu parlais du fait que les mythes anciens étaient des explications du monde pour les anciens qui n'avaient pas nos satellites et autres microscopes. Mais c'est constamment un processus qu'on fait, même nous, tous les jours. On donne un sens à notre expérience du monde à travers des histoires, à travers une narration. Et moi, je trouve ça c'est un terreau fascinant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, particulièrement à travers l'univers d'Eva Légir, qui est donc un monde assez vaste où se trouvent des récits indépendants. En ce moment, je travaille sur Les Dieux Sauvages, qui est une série, mais qui est indépendante des autres bouquins qui ont été publiés dans l'univers, qui est basée sur, non pas l'épopée de Jeanne d'Arc, mais les mythes qui se sont construits autour de Jeanne d'Arc. J'ai d'autres bouquins qui sont basés sur les mythes autour de l'Empire fédérateur, l'Empire romain typiquement. Si vous regardez si on regarde les cinémas, par exemple, la manière dont le cinéma s'est compris, ne serait-ce que regarder les gladiateurs en général, on l'a à peu près tous vu, il y a des visions de l'Empire romain qui sont fascinantes, mais qui sont complètement légendaires en réalité. Jeanne d'Arc, pour la France, c'est une figure légendaire. Si on va creuser dans l'histoire, je prends un mythe qui en général est plus, ou l'exemple le plus frappant. Regardez Jules César par exemple. César, on l'imagine comme grande figure, on se dit, ah, il a régné longtemps, etc. En réalité, il a régné 2 ans, si la mémoire est bonne. Et quand on est tous, on se dit, mais non, attends, c'est une figure tellement vaste, non. Mais il y a tellement de mythes qui se construisent autour de l'histoire pour expliquer le monde, expliquer l'histoire. Je trouve ça hyper fascinant. Et moi, c'est ce terreau-là qui m'intéresse énormément, c'est comment régulièrement, même à travers l'histoire relativement récente, même à quelques siècles d'écart, dans le cas de Jeanne d'Arc, comment est-ce qu'on s'approprie ces choses-là, comment différentes factions s'approprient les événements et cherchent à leur donner du sens. Et je trouve que c'est un terreau fascinant pour raconter des histoires, parce que vous avez les personnages, les héros, qui en général sont des gens qui essayent plus ou moins de s'en tirer comme ils peuvent, avec les circonstances qu'on leur donne, faisant plus ou moins les choix qu'ils peuvent, avec des situations parfois difficiles, et ça va devenir des mythes, ça va devenir des légendes. Et la fantasy permet vraiment de traiter ce terreau-là à l'intérieur, et je trouve ça fascinant et hyper intéressant, parce qu'à la fois on a la possibilité de raconter des grandes épopées, et en même temps on peut jouer avec la mythogenèse en fait. Oui, ce qui est marrant, c'est que tu pourrais appliquer point par point ce que tu viens de dire au western, qui est une mythologisation permanente de l'histoire américaine, avec les héros, etc. Et le super-héros derrière. Et les personnages comme les shérifs légendaires, etc., ou les pistoleros légendaires. Donc, les États-Unis sont très forts pour se mythifier en permanence. C'est un pays qui se construit, donc ils ont besoin de mythologie, et ils la refont par le cinéma, entre autres, la littérature. Exactement, et le super-héros au XXe siècle, c'est exactement la même mythologie. Il y a quand même un type qui s'appelle Captain America. Et puis personnellement, si on puisait dans d'autres types de mythologie, moi je me suis beaucoup intéressé mythologie hindoue, c'est-à-dire Ramayana, Mahabharata, principalement les deux grands importants de la culture indienne, aussi les mythes effectivement de la Mésopotamie, africains, américains du Nord, il y en a un peu partout, et effectivement il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Tu parlais de
dans Satinka, donc un autre roman indépendant de la série de la Serre. Moi, j'ai situé en fait l'héroïne aux États-Unis, en Californie, et j'ai creusé l'histoire de la Californie, notamment au XIXe siècle, et avec des choses qui se passent dans les tribus indiennes. Et j'ai là aussi découvert que le mythe de l'Indien tel que nous le présente, l'Indien à cheval, les plumes, le tipi, etc., en faisant des recherches pour écrire ce roman-là, moi j'avais besoin de situer des tribus indiennes de Californie. J'ai découvert qu'ils n'étaient absolument pas comme ça, ils n'étaient pas vécus comme ça, ils ne vivaient pas dans des tipis, ils n'étaient pas à cheval, parce que c'était des Indiens des montagnes. Et donc c'est là où j'ai vraiment réalisé qu'on a reconstruit cette espèce de mythe de l'Indien. Et par contre, j'ai aussi creusé sur les histoires, légendes et mythes, en échangeant notamment avec des gens d'une rancheria, donc de ce qui était avant une réserve. Donc on a eu des échanges par mail, etc. Et j'ai creusé après par rapport à des choses qui m'ont demandé. Il y a quand même des mythes communs aussi chez les Indiens, en fonction des différentes tribus, sur la création du monde, où il y a aussi des héros, mais toujours avec les mêmes archétypes qu'on retrouve finalement. Si on part sur les archétypes, peut-être on peut juste dire un mot de Joseph Campbell, puisqu'on en parle, je ne sais pas si tout le monde connaît dans l'assistance. Ouais, si. Bon, ok, d'accord, super. Vous êtes super. Campbell a été quand même pas mal battu en brèche, mais Campbell est vachement intéressant sur le fait que c'est presque devenu une prophétie autoréalisatrice. Campbell a été quand même vachement critiqué par les universitaires qui disaient en gros qu'il a un peu étudié les mythes qui correspondaient à son modèle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Campbell, il y a eu un de ses grands suivants qui est Christophe Vogler, qui a fait un manuel à destination des scénaristes. Et comme Hollywood, qui est une grande industrie, est toujours à la recherche de la formule magique qui va permettre de faire des films qui vont marcher et rapporter des tas de millions, Vogler a rendu en gros Campbell digeste pour les scénaristes. Et du coup, tous les scénaristes se sont jetés dessus. Et du coup, maintenant, il y a énormément d'œuvres qui correspondent au modèle de Campbell et de Vogler. Ce qui est rigolo, c'est que La guerre des étoiles. Pardon ? La guerre des étoiles. Oui, la guerre des étoiles, mais même quasiment tous les Pixar correspondent à la formule du voyage du héros, les Marvel. Le héros jeune. Mais en termes d'archétype, pour moi, je me retrouverais plus chez Carl Gustav Jung, qui effectivement trouvait et étudiait ce que tu disais, le fait qu'il y a une énorme commonalité avec tous les mythes de la planète, mais probablement parce qu'il y a une certaine commonalité de l'espèce humaine, et on est un peu toujours globalement, quel que soit l'endroit d'où on vient, il y a un certain nombre de besoins et d'aspirations fondamentales qui restent. Être inséré dans le groupe, se développer, avoir un toit, de quoi manger, un cercle social. Comprendre son environnement. Expliquer son environnement. Tout à fait. Peut-être que ça peut s'appliquer avec la pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux, jusqu'à la réalisation de l'être. Et du coup, ça vous contraint à faire des recherches assez poussées pour, dans un premier temps, revenir, comme tu l'as dit, Sylvie, mais est-ce que les autres font pareil, pour à la fois démêler le mythe de la réalité historique, pour ensuite savoir, vous, ce que vous pouvez en faire. Et un peu comme ça que ça fonctionne. Tu peux parler, Jean-Sébastien aussi. En fait, je vais passer le crachoir. En fait, ce que je trouve qui est vachement agréable dans la position d'auteur de fantasy, c'est que notre terreau, c'est pas l'histoire, justement, c'est le mythe. Et donc, à partir de là, on a toute liberté. Moi, quand je fais mes recherches, notamment quand j'ai fait des recherches sur l'épopée de Jeanne d'Arc, j'écris de la fantasy, j'écris une histoire sur une femme qui a entendu lui parler, mais je pars avec des prémices hyper différentes qui sont que déjà de base, Myriam, qui est dans les deux soldats, la dame qui a entendu lui parler, n'aime pas Dieu, n'a pas envie de sauver le monde, donc ça me donne une énorme liberté. Et je suis pas en France, et je suis un quart anglais, donc j'ai le droit de pouvoir dire ça, c'est pas les Anglais qui débarquent, c'est une armée de démons mécaniques. Étant un quart anglais, je peux dire que c'est peut-être pareil. Non, je plaisante, pardon, mais ce qui est hyper agréable avec la fantasy, c'est que on peut justement, nous, aller chercher notre relation personnelle avec le mythe. Moi, quand j'étudie les mythes ou l'histoire, je suis à la recherche de ce qui va stimuler mon imagination. J'ai pas comme j'écris pas de roman historique, j'ai pas d'obligation j'ai une obligation de cohérence, mais j'ai pas une obligation de respect de l'histoire puisque je parle d'autre chose. Et ça permet justement d'aller chercher le lien personnel avec le mythe, le lien personnel avec l'histoire, et d'extrapoler là-dessus. Voilà, c'est la question, voilà, c'est ça que
c'est là que je voulais vous relancer, vous faire repartir. C'est justement ce rapport entre l'histoire telle qu'elle a eu lieu, d'après ce que les historiens nous en disent, les mythes qui en sont nés, et ce que vous comptez faire. Parce qu'il est bien évident que vous partez, vous jouez avec les mythes, mais plus qu'avec l'histoire, mais c'est quand même important, il me semble, de partir de l'histoire pour voir comment ça a divergé dans le mythe, et ça vous donne des pistes à vous pour repartir ou pas. Pour moi, il y a deux aspects dans ce travail. Il y a l'aspect, moi j'essaye en fait j'adore l'heroic fantasy, mais j'en ai tellement bouffé, c'est mon expression, que j'essaye maintenant de créer des univers qui s'écartent quand même pas mal. Enfin, je parle de tout ce qui est elfes, nains, hobbits, dragons, etc. J'essaye vraiment et je pense que c'est... T'as pas envie de refaire la même chose? Voilà, c'est une nécessité. Bien qu'il y ait des grands auteurs comme George Martin, qui l'heroic fantasy, on va dire entre guillemets classique, même si ça a une facture assez noire, et c'est très bien, et c'est tout à fait respectable. Et après, au niveau donc on est obligé de faire des recherches pour, voilà, Pierre parlait tout à l'heure il s'intéressait à l'Inde. Donc ça c'est un premier aspect. Mais après, il y a l'aspect inconscient. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui nous échappent. Et moi, mon histoire de pirate, finalement, je me suis rendu compte que ce personnage, c'est l'histoire d'un pirate qui cherche un trésor qu'il a déjà, en fait. Et il y a une dimension, finalement, mythique qu'on injecte inconsciemment, parce qu'il y a des thèmes qui nous touchent. Moi, c'est la quête du père, par exemple. Ça, c'est un thème qui, je me suis rendu compte en écrivant, c'était quelque chose de très important pour moi, et je n'en avais pas conscience au tout début, quand j'ai commencé à écrire. Donc, il y a le travail de recherche, et après, il y a nécessairement des choses qui nous échappent, parce que nous sommes des êtres humains. Et ça, je pense que c'est fondamental. Oui. Alors quand tu parlais effectivement des recherches et de ce qu'on mettait, l'histoire, qu'est-ce qu'on utilisait, ça dépend en fait de l'univers dans lequel tu situes ton roman. Je vais vraiment donner l'exemple, donc nous sur la série Lasserre et sur Satinka, on a travaillé sur ce qu'on appelle de la fantaisie urbaine, c'est-à-dire quelque chose qui est plus ou moins une fantaisie qui est liée au monde qu'on connaît et où on joue sur les codes de notre monde. Donc Lasserre, c'est bien les pays qu'on connaît, même s'il y a eu une divergence historique, l'Égypte n'a pas tout à fait eu la même histoire, etc. Mais par exemple, quand on a situé des scènes au Caire, moi j'ai travaillé sur des guides touristiques du Caire, sur des plans du Caire dans les années 30. Mais en imaginant que sur le plateau de Gizeh, au lieu d'avoir 3 pyramides, il y en a 9. Des temples qui sont encore debout. Donc il a fallu aller faire des recherches pour regarder comment étaient ces temples à l'époque où ils étaient construits, pour vraiment, moi j'ai des amis qui ont fait des études d'archéo ou d'histoire qui m'ont dit, au niveau historique, vous êtes vraiment, c'est cadré, on voit que les recherches sont solides. Dans Satinka, c'est pareil, on est soit au 19e siècle, soit aujourd'hui, en Amérique, mais on imagine qu'il y a une magie qui existe avec des magiciens, c'est secret, personne ne le sait, on joue dessus, mais là on est quand même obligé de faire beaucoup de recherches pour que ça soit cohérent par rapport au monde, et cohérent par rapport à l'histoire, même si après on diverge. Là, moi, je travaille sur un autre roman qui va démarrer à l'époque de la guerre de 14-18 en Haute-Loire, en France. Donc là, il y aura de l'histoire, et à un moment donné, les héros, il y a une porte qui va s'ouvrir et ils vont basculer dans un autre monde. Et là, je suis en train de faire tout le travail de préparation, donc voilà. Et là, c'est la première fois que je me confronte à un truc que je n'ai pas encore exploré. C'est un autre monde. Donc là, il faut que je construise tout de A à Z. Comment je vais organiser ça? Est-ce que ça va être des royaumes? Comment vont être les paysages? Voilà, je suis en train d'essayer de monter ça. Il y a déjà un truc qui a été fait comme ça. Pardon? T'as lu Robert Fortune? Forcément, il y a forcément des choses qui ont été écrites qui peuvent ressembler. Mais justement, là, t'as Alice au Pays des Merveilles aussi, où carrément elle bascule dans un autre monde. Mais voilà. Et donc là, le but, c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer. Et là, le travail d'écriture et de création n'est pas du tout le même. Pour l'instant, je ne suis pas encore confrontée à ça. Toi, tu as dû t'y confronter à travers Evan Egir et tu le fais depuis longtemps. Alors, quand je suis passé dans la série dans le jeu mineur, je ne savais pas ce qu'étaient les historiens. Pourtant, ça se passe pendant la Révolution. Et j'ai découvert les historiens. Les historiens, ils sont aucun objectif, mais aucun. Donc, ils sont tous leur mythologie personnelle, et ils appliquent leur mythologie personnelle à l'histoire, et ils interprètent l'histoire à l'aune de cette mythologie personnelle. Alors, et donc, je me permets une toute petite parenthèse, si vous ne connaissez pas l'enjeu mineur, ça se passe pendant la Révolution. Pendant la Révolution, pendant les guerres de Vendée, ce genre de truc. Alors je peux vous dire que les historiens en Bretagne et en Vendée, déjà c'est des furieux,
Parce que moi, je viens de là-bas aussi, donc je les connais un peu. Oui, après, et je me suis aperçu aussi qu'on pouvait jouer avec l'histoire, parce que certains lecteurs me disaient, alors cet épisode-là, ça s'est vraiment passé. Je dis, bah non, ça s'est pas passé. Et celui-là, il n'a pas eu lieu, c'est pas possible. Bah si, il a eu lieu. Ouais. Et on peut jouer avec l'histoire, mais de façon incroyable, parce que même sur la Deuxième Guerre mondiale, à quelques années près, déjà il y a des interprétations, il y a déjà toute l'entreprise mythologique de chacun se met en route et commence à créer sa propre histoire. Donc c'est extrêmement difficile de rester objectif dans l'histoire. Et évidemment, j'ai eu le droit à la réflexion de l'historien vendéen, qui fait un remarquable travail d'historien. Cependant, aïe, il y a une couille quelque part entre potage. Et cependant, effectivement, le pape Pie VII était devenu Pie VI dans mon bouquin. J'ai dit, c'est une erreur de frappe. Je savais qu'il avait fait une erreur, mais c'est bon, c'est une erreur de frappe. C'est la mauvaise touche. Voilà, c'est quand vous touchez à l'histoire, parce qu'en plus, les historiens sont des gens jaloux. Et ils détestent qu'on s'empare de surtout une période historique dont ils prétendent être les grands connaisseurs. Et là, ils taillent, ils cherchent toute la petite bête en permanence. Et même si c'est un bouquin de fantaisie, c'est ça qui m'a beaucoup étonné, parce qu'on a l'excuse de la fantaisie. Moi, je me suis dit, moi je fais de la fantaisie, donc les historiens vont me chercher des poux. Mais si, ils vont vous chercher des poux dans la tête. C'est ça qui est Juste pour apporter l'eau à ton moulin et prendre des événements hyper récents et sur lesquels normalement on devrait avoir une perspective factuelle plus claire, regardez tous les mythes qui se sont générés autour du 11 septembre, regardez tous les mythes qui se sont créés autour des crises économiques, des subprimes, etc. Et regardez tous les mythes qui entourent l'Amérique de Donald Trump. Je veux dire, c'est maintenant quoi. Et des fois on ne croit pas. Alors le moment où les historiens ne t'embêtent pas, c'est quand tu fais ce qu'on appelle de l'Uchronie. Ah oui. C'est ce qui est l'ACER. C'est-à-dire qu'on joue effectivement sur les mythes historiques, mais nous on a imaginé que l'histoire s'est poursuivie dans un autre sens. J'ai un contre-exemple. Ah d'accord. Et donc là, je sais que nous, on nous a pas trop cherché le coup dans la tête, puisqu'on est dans les années 30 avec un pharaon qui est Toutmosis 36, etc., etc. On a été relativement tranquille jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de critiques, on n'a pas eu de critiques là-dessus. Ouais, c'est sur les chroniques que j'avais faites pour Flammarion, donc ceux qui seront ceux qui rêvent. Et on parle, c'était du chronique, le thème, il y a une journaliste du Figaro dans la salle qui dit « Monsieur, vous êtes un révisionniste ». Oh la vache. Alors, ben non, mais enfin, vous savez, c'est de la fiction. Et on part du principe que, justement, on a un point de divergence historique à un moment donné et que ça change après la perspective. Mais c'était sévère l'attaque. Ah oui. Monsieur, vous êtes un révisionniste. Moi, je suis bien placé pour parler de ça parce que je suis historien de formation. Et c'est vrai qu'à la fac, on étudie l'historiographie. Il y a différentes écoles historiques qui ont des luttes très féroces entre elles. Et l'histoire est une fiction finalement. C'est une construction intellectuelle, mais on ne pourra malheureusement jamais être sûr que telle civilisation avait ses mythes, ses costumes, son armement. On a des indices, bien sûr, mais après c'est l'interprétation. Et il n'y a qu'à voir finalement comment on imaginait l'histoire au XIXe siècle. Et maintenant ça nous fait bien rire, mais dans 1000 ans, il est certain que nos descendants seront tout autant amusés par nos représentations historiques. Oui. C'est même impressionnant parce que à un ou deux siècles près, la vision de la vie à la mort n'est pas du tout la même, la perspective n'est pas du tout la même, l'espérance de vie n'est pas la même, les portes sont beaucoup plus basses, des conneries comme ça. Enfin, c'est impressionnant, on ne se lave pas de la même façon, on ne mange pas les mêmes choses parce qu'il y a des légumes et des qui sont pas encore arrivés. Et même la vision autour de l'esclavage, par exemple, quand tu regardes effectivement à l'époque comment c'était vu, aujourd'hui comment c'est réinterprété. Et chaque fois qu'on rentre dans un domaine historique, toutes les questions se posent, c'est infernal, quoi, parce que c'est comment je me lave, comment je mange, comment je dors, comment on considère la femme, l'homme, comment l'omniprésence de la religion dans la société. Enfin, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est extrêmement difficile, nous, quand on a un esprit un peu moderne, du XXe siècle, du XXIe siècle, de comprendre ce qui se passe. Je pense que par exemple pour les révolutionnaires, mourir c'était pas très grave, quoi, finalement. Sauf pour ceux qui étaient amoureux, comme poète, bon, bref, et qui pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'il avait séparé de son aimé, mais voilà, c'est extrêmement difficile. Comment ça s'appelle ? Oui. Et donc, il faut essayer de se remettre à la place d'un Babylonien, se remettre à la place d'un Babylonien du temps de Nabucodonosor, ce que j'ai fait récemment. C'est pas
intéressant ce que vous dites, et en fait, ça m'a surpris quand on arrive là, si vous voulez savoir, je m'y attendais pas du tout, parce qu'en fait, vous êtes en train de parler de quoi? Vous êtes en train de me parler de la structure classique d'un roman. C'est-à-dire, vous êtes en train de me parler de la manière dont vous asseyez la vraisemblance romanesque de vos œuvres, qui sont par essence des œuvres évidemment de fiction, ça on le sait, mais en vous appuyant sur les techniques d'aujourd'hui, les techniques traditionnelles, habituelles de la narration. Et c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que c'est inévitable. C'est compliqué de concevoir autre chose. Peut-être qu'il y a un artiste, un créateur qui va tout à coup inventer une autre forme de roman, et puis il doit y en avoir un toutes les 3 générations, et puis ça va tout changer, évidemment. Mais là, vous êtes en train d'expliquer, c'est très 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 intéressant, vous faites exactement comme les autres, en fait. Oui, mais en même temps, on construit des univers, on construit des récits. Pour écrire de la fantasy, on s'appuie sur des réalités historiques validées pour pouvoir s'en écarter, quoi. Et si ça ne tient pas la route, le lecteur le sent. Si ton univers est mal construit, l'histoire ne marche pas. Oui, mais ce que vous dites en même temps, c'est que non seulement vous ne parlez pas de la construction de l'univers, mais vous parlez de la structure du roman. C'est-à-dire que... C'est là où on fait le rapprochement avec les mythologies, quand on parle de l'éternel humain, finalement. Ouais. Et pour crédibiliser le roman, il faut être dans l'éternel humain. Et effectivement, dans l'imaginaire, on est sans arrêt contraint de ménager l'effet de réel. C'est ça. De prendre tous les ingrédients à notre disposition pour faire croire au lecteur qu'on lui raconte un mensonge. Enfin, on lui raconte un mensonge et on va lui faire croire que c'est la vérité. Nous sommes de merveilleux menteurs. Le merveilleux menteur, lui, il étaye toujours son mensonge par des sortes de preuves, des archives. Ça ne peut fonctionner qu'en ressemblant au livre des autres. J'ai une anecdote à ce sujet. Là, j'ai une amie, une fois j'étais à un salon, et on était à table, elle me dit j'ai une question à te poser concernant la navigation. Et avec le sens du vent, les voiles, elle me pose la question, une question bateau, justement c'est le cas de dire. Et je lui dis, mais là je suis incapable de te répondre. Et là elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit, mais attends, mais t'as passé 12 ans sur ta trilogie des cartes d'escogriffe et tu peux pas me répondre à une question si simple. Et je lui ai dit, j'ai jamais dit que j'étais un spécialiste de la navigation. J'essaye de faire en sorte que dans mes romans, la navigation soit réaliste et que les gens le croient. Mais les auteurs, pour moi, auteur-acteur, c'est clair. Ça ne veut pas dire que je raconte des bêtises, bien sûr, mais voilà, c'est pas pareil. C'est pas parce que à l'inverse, c'est pas parce que j'ai été un samouraï, que j'ai participé à une grande bataille, que je vais pouvoir être un grand écrivain. Je vais peut-être faire ce récit qui sera épouvantable à lire. Donc l'inverse c'est vrai. Oui, en fait, c'est le bon vieil adage traditore et traduttore, traducteur traite, ça c'est auteur traite en fait. C'est ça. Pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, toute fiction, comme vous disiez aussi, toute fiction, par essence, c'est un mensonge. Puisqu'on parle justement de la fiction, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. Donc, une histoire, si elle a une portée, elle est toujours quelque part métaphorique. C'est-à-dire que le parcours des personnages et les thèmes qui sont abordés, nous, quand on lit ça, nous parle, on investit une partie de soi dedans, et peut-être cela peut ouvrir des portes, poser des questions. C'est une des deux grandes raisons pour moi pour lesquelles on lit la fiction, c'est éventuellement pour grandir, évoluer, se poser des questions, l'autre étant évidemment le plaisir de vivre une aventure. La fantaisie, tout ce qu'elle fait, et la littérature de l'imaginaire de façon générale, science-fiction, fantastique, si on y rajoute derrière, ne font que pousser le cran de la métaphore un cran plus loin. Et à mon humble avis, et je le partage, c'est que les littératures de l'imaginaire distillent pour moi la véritable essence de la fiction, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas contraintes, ou en tout cas, elles se donnent la contrainte qu'elles veulent vis-à-vis de la réalité consensuelle et du monde, c'est-à-dire qu'elles peuvent pousser comme le conte le fait, et les mythes, ce sont des récits, et s'ils ont traversé les âges et arrivent jusqu'ici, c'est parce qu'ils utilisaient un mode de raisonnement, une pensée merveilleuse ou magique, qui leur donne d'autant plus de force illustrative. Et c'est pour ça que les littératures de l'imaginaire, pour moi, sont la véritable nature de la fiction. Révolution. Et donc ces littératures d'imaginaire, ce sont donc des fictions. Donc le lecteur, lui, sait évidemment que ces mondes sont des mondes inventés, autres, avec d'autres règles, mais les personnages qui habitent dedans, pour eux, c'est leur monde réel. Pour les personnages, quand il y a de la magie qui est utilisée, si la magie fait partie de ce monde, la magie est une réalité de ce monde. Et on arrive à projeter le lecteur qui, pendant un temps, évolue en fait avec les personnages dans cette réalité-là. Donc, bon, évidemment, c'est une grosse reconstruction, mais ça ne reste qu'une construction de fiction, finalement. Je suis d'accord avec toi, parce que tu parles
très justement votre personnage. Et pour moi, bon, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais on raconte toujours la même histoire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, je parlais de la quête du père pour moi, mais c'est vrai que c'est des thèmes qui reviennent. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et ça va parler au lecteur ou pas. Alors, oui et non sur le fait qu'on raconte toujours la même histoire. Je suis d'accord avec le fait, on en parlait justement tout à l'heure avec la communauté de l'expérience humaine, la pyramide de Maslow, etc. Il y a un nombre extrêmement vaste de thèmes, mais qui est quand même, à mon avis, relativement fini. Par contre, le traitement, l'histoire, c'est la chose que l'auteur ou l'autrice, comme être humain et comme individualité unique, apporte. Et ce traitement-là, en fait, les histoires sont universelles, mais chaque auteur ne peut être il y a un auteur ne peut être que le vecteur des histoires qu'il a à raconter quelque part. Et les traitements pour le coup sont infinis et aussi vastes qu'il y a d'auteurs et d'autrices. C'est pour ça que finalement, comme tu disais tout à l'heure, il y a déjà un tel qui a déjà écrit ça. Oui, les histoires, la quête du héros, des quêtes de héros, il y en a déjà eu plein qui ont été écrites, mais après l'intérêt c'est de voir comment l'auteur lui la traite. Et la quête du père, elle peut se faire de 300 000 façons. Et ça va être toi, ta façon de la raconter qui va être intéressante, et la manière dont ton personnage la vit, et ça sera unique. Pour revenir à l'imaginaire, on parlait imaginaire, parce qu'à un moment, c'était la grande mode en France de dire à l'imagination, littérature-réalité. Or, l'autofiction, ce sont des gens qui s'écrivent eux-mêmes, et ils ont un décalage de l'écriture qui fait qu'ils se racontent des fictions en réalité. Le simple fait d'écrire sa vie sur un papier ou à l'ordinateur, c'est déjà créer un décalage et se mettre soi-même en scène. Donc c'est un personnage que tu mets en scène, et donc il n'y a plus rien d'autofiction là-dedans. Il y a toujours l'écriture, il y a toujours ce décalage entre le moment où tu écris et ce que tu as vécu qui fait que tu seras toujours dans la fiction. C'est pour ça que moi je suis jamais d'accord quand j'entends des choses comme Lionel vient de dire, que les genres ça fait des années qu'on en parle, les genres de l'imaginaire c'est la nature de la fiction, etc. C'est pas vrai. C'est la nature de l'écrit, moi etc. C'est pas vrai. Toute fiction l'est, sauf que les autres qui font de l'autofiction, de la littérature, du roman contemporain et tout, ils ont juste pas le cran d'aller plus loin. Le décalage est moins important peut-être. Le décalage est moins important, parce que de toute façon, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'écrire une œuvre, créer une œuvre artistique, littéraire entre autres, en l'occurrence, c'est juste plonger dans sa subjectivité pour réinventer le monde. Sauf que les autres, ils poussent le curseur moins loin, ils se contentent de rester sur des trucs de gens d'Ormesson pas agréables, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est les autres. Et c'est drôle parce que quand on regarde la littérature contemporaine, il y a toujours énormément d'auteurs qui réussissent une fois de temps en temps, qui décident une fois de temps en temps de pousser le curseur, et ils nous sortent un bouquin qui relève des genres de l'imaginaire. Houellebecq par exemple. Houellebecq par exemple. Bon, et puis d'autres, j'ai 2-3 exemples en tête, mais ça ne revient pas. Musso et Marc Lévy, mais bon, il y avait Jean-Christophe Ruffin qui avait ça avec Globalia. Il y a cet auteur américain, Philip Roth, Le complot contre l'Amérique. Qui est pas le meilleur chronique que j'ai lu. Oui, voilà, il y a un des prix Nobel de littérature anglais récent, Kazuo Ishiguro, qui a fait un bouquin comme ça aussi. Et de temps en temps, ils vont tous pousser le curseur un peu plus loin, et là, de fait, ça tombe dans les genres d'imaginaire. Mais eux, ils sont les premiers à dire, non, ce n'est pas, j'écris un roman, un peu d'invention d'imagination. Oui, d'ailleurs, jamais le mot science-fiction ou fantasy ne va apparaître sur la 4e couverture ou sur la couverture de livre, parce que justement, on peut être assimilé aux auteurs d'une collection de fantasy, de science-fiction dédiée. Il y a un exemple hyper célèbre, c'est Margaret Atwood avec La Servante écarlate. Texto, non, c'est pas de la science-fiction. Dans la science-fiction, il y a des voyages interplanétaires et des martiens. C'est de la SF. Aujourd'hui, elle le dit. Alors, depuis qu'il y a la série télé, qu'elle a gagné plein de pognon avec ça, elle n'hésite plus à dire que la dystopie, ça relève de la science-fiction. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, elle fait même une apparition dans la première saison. Elle en est contente. Et c'est ça qui me fait rire un petit peu parfois avec la littérature blanche. Je prends souvent l'exemple de Tokyo. Si je vais écrire un roman sur Tokyo en tant que touriste, je vais sûrement dépeindre un portrait merveilleux. J'ai la chance d'y être allé plusieurs fois. Mais par contre, voilà, si je suis un ouvrier qui travaille là-bas et qui n'a pas revu la France depuis 20 ans, mon portrait sera forcément différent. Donc c'est la question même de la réalité qui est en cause. Et en plus, dans la littérature blanche, ce qui me fait sourire aussi, c'est parfois, souvent, je suis tombé sur ce travail avec des personnages qui s'expriment de manière extrêmement soutenue. Et c'est
pour moi, c'est de la science-fiction à ce moment-là. Désire-tu le micro? Oui. Non, il me semble, mais ça c'est une attitude que j'ai l'impression qui est relativement française, c'est que dans les années 50, 60, 70, il y a eu une mouvance, que ce soit dans la littérature ou que ce soit dans notamment dans la fiction télévisée, de pouvoir représenter, espèce d'illusion de pouvoir véritablement représenter le réel tel qu'il est. Ce qui est impossible. On est tous des machines, nos cerveaux sont des machines à détecter des motifs et à chercher du sens. Donc à partir du moment où on cherche du sens, on crée une narration, mais des événements disparates entre eux, et c'est la seule manière pour nous de comprendre le monde, de l'appréhender et de le naviguer, parce qu'il faut qu'on en extrait du sens. Quand on regarde autour de soi, on voit les choses sur lesquelles on porte notre attention, et l'extérieur rentre dans l'inconscient. Je veux dire, alors maintenant je vais vous le dire et vous allez y faire gaffe, mais si vous sortez de cette salle, derrière vous il y a des sièges, si on vous dit alors de quoi ça a parlé, si vous ne dormiez pas, je sais que c'était le cas, éventuellement vous pourrez résumer le truc, et si on vous dit c'était quoi la couleur des sièges derrière vous, vous avez des yeux en rentrant, quoi. Mais on filtre nécessairement. Donc, Et on réinterprète, et c'est normal, et c'est naturel, et c'est humain. Et et je pense qu'en France, à une époque, il y a eu une certaine école de leur raconter la fiction qui se croyait peut-être dupe de pouvoir présenter le réel tel qu'il est. À mon avis, c'est plus simple d'embrasser cette subjectivité telle qu'elle est, de la reconnaître, et au lieu de se leurrer sur l'objectivité. C'est comme ça qu'on est marre des guerres, monsieur Alfredo. Ouais, ça fait partie de mes recherches personnelles sur la relation subjective au monde. Il n'y a aucune relation objective au monde que de la relation subjective. Et la question que je me pose derrière, c'est qui crée le monde? Est-ce nous qui voyons le monde qui créons le monde, ou est-ce qu'il se crée malgré nous? C'est ça qui me fascine. Et j'ai l'impression que l'auteur, lui, il est dans la création du monde. C'est-à-dire qu'il fait exister un monde uniquement par sa subjectivité. Et je me demande si c'est pas une métaphore de notre monde entier, quoi. Il y a un truc qui est assez fascinant quand... tiens, je vais piquer la place de Stéphane Monfeu, vous poser la question. Il y a un truc que j'ai trouvé assez fascinant, parce qu'en fait c'était une réflexion qui est née moi quand je bosse. J'ai plus l'impression d'essayer de pas de créer en disant alors il pourrait se passer tel truc et ce serait trop cool, mais plus de me dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici, comment ça fonctionne. Et j'ai pas tellement l'impression d'être dans un travail d'invention, mais plus d'archéologue, d'être à la recherche d'essayer de déterrer un peu les fragments du sable et d'essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé à cet endroit-là. Et quand j'en discute avec des auteurs et je suis un peu cinglé, et quand j'en discute avec des auteurs créateurs de monde et que j'ose un peu poser la question, genre le soir à 23h après le dîner et quelques verres, T'as encore perdu ton portefeuille? Et j'ai pas encore perdu mon portefeuille, exactement, faut bien ça. Et j'ose poser la question, et en fait, étonnamment, la réaction que j'ai toujours, c'est que les gens ouvrent des yeux et disent « Ah, oui, merci, je pensais que j'étais le seul. » Et c'est assez marrant. Oui, le monde concret, c'est quelque chose qui d'un coup d'emblée prend une espèce de forme de réalité. Et les personnages, mes personnages, pour moi, c'est des vrais individus. Alors, ils existent dans ma tête, mais c'est des vrais individus, donc ils ont un caractère. Donc, ah oui, quelle a été leur histoire, et pourquoi ci, pourquoi là, alors ils peuvent réagir comme ci, comme ça. Et c'est après le personnage qui te guide, et aussi le monde qui te guide. Il y a des choses qui ne te paraissent pas logiques et que tu ne vas pas écrire. Enfin, on n'est pas des animateurs de marionnettes, finalement. Le monde, il se crée, et après, il a son existence. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'histoire de qui crée le monde, j'ai l'impression que l'être humain, au moment où il y a eu une intelligence et une capacité à se percevoir lui-même en tant qu'être humain, il a acquis une capacité de distanciation et il s'est extrait du monde, alors que, à la limite, l'animal, il évolue. Bon, là, après, je mets plein de nuances, parce qu'il y a l'intelligence animale, etc. Mais l'animal, il est dans ses cycles, il est au milieu du monde et il fait partie d'un tout dont nous, on s'est extrait à partir du moment où on a eu cette subjectivité et on reconstruit perpétuellement en fait notre monde à travers notre vision et à travers. Il faut voir comment l'être humain a modelé le monde autour de lui, quoi, depuis qu'il est là. Il s'est complètement extrait des cycles naturels pour reconstruire une vision. Qu'est-ce que tu appelles l'intelligence animale? La différence de temps de cuisson?
Excusez-moi, j'ai pas Non, c'est l'interaction de l'animal avec son environnement. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment. Donc c'était Excusez-moi. Sinon, je vais faire une dernière remarque parce que là, on va bientôt arriver à la fin du temps qui nous a parti. Il y a une remarque de Jean-Sébastien tout à l'heure qui m'a fait sourire. Quand tu as parlé d'auteurs qui font de la fantaisie très classique, tu as cité George Martin alors qu'on était en train de parler, tu t'avais mentionné toi-même des elfes, des nains, des hobbits. C'est drôle parce que quand on lit Le Trône de Fer et quand on regarde la série Game of Thrones, il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de hobbits, il n'y a rien. Il y a juste des dragons et des zombies. C'est pas si Non, je parlais classique du que ça. cadre. Je parlais bien sûr du cadre du Moyen-Âge, parce que justement, c'est drôle, dans un atelier d'écriture, on parlait de la thématique, c'était créer un univers, et j'en parlais aux participants, et je disais, bon, la fantaisie est étroitement liée au Moyen-Âge, mais pourquoi? On peut très bien partir sur autre chose. Moi, j'adore regarder des histoires de préhistorique fantasy, par exemple. Il y a plein d'autres thématiques à explorer, ne serait-ce que l'Antiquité. Que des orques. Oui. Mais en fait, on voit ça que dans toutes les mythologies, il y a évidemment dans les mythologies, il y a les héros, il y a les personnages, mais il y a aussi le bestiaire qui va avec. Et quand tu regardes tout le bestiaire égyptien, ça c'est absolument fabuleux, parce qu'en plus, il est très lié aux dieux. Mais tu as aussi le bestiaire médiéval. Et donc forcément, dans la fantasy, tu retrouves effectivement un certain nombre d'auteurs qui ont créé des bestiaires avec les orques, les nains, etc. Mais c'est pas obligatoirement. C'est ça qui est bien, c'est que les auteurs ont une liberté et qu'ils peuvent eux après recréer leurs propres créatures, même s'il y a des créatures un peu transversales. On a pas parlé de la mythologie biblique qui pour moi est très importante Oui. et qui m'influence énormément. Et finalement, je me demande si la fantaisie serait pas, ou le fait de créer, ou même le fait d'exister d'ailleurs, ce serait pas une sorte de tentation de le verbe s'est fait cher, la jeunesse permanente, comme s'il se trouve au cœur de la jeunesse et qu'on recrée en permanence le monde. C'était au cœur du projet de Tolkien, qui voulait mimer le Kalevala. Le Kalevala, donc un ensemble de textes en Finlande qui a donné une sorte d'unité au pays il y a 200 ou 300 ans, si ma mémoire est bonne. Et c'est devenu un véritable texte fondateur. Et une des ambitions de Tolkien était d'arriver à refaire le Kalevala, c'est-à-dire que Arda, le monde de la Terre du Milieu, dans l'absolu, c'est censé être une Grande-Bretagne mythologique. Alors ça a eu le succès qu'on connaît, ça n'a pas marché comme Kalevala, ça n'a pas pris, mais c'était clairement son ambition. Et dans la mythologie de Ilúvatar, il y a clairement c'est plus ou moins, il y a clairement un lien, Tolkien était chrétien, il y a clairement un lien avec le dieu des chrétiens. Vous avez très peu, ou pas du tout pour la plupart d'entre vous, écrit sur des mythologies de type celte, donc pour revenir sur les grands classiques dont on parlait tout à l'heure, dont raffolent les auteurs américains, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration irlandaise chez eux et que c'est quand même une grande part de leur culture. Qu'est-ce qui ne vous tente pas là-dedans? C'est le fait de vouloir vous démarquer pour faire des récits originaux différents parce que c'est plus fun à faire, ou juste vous n'avez pas envie de vous frotter à ce genre d'univers? Enfin, je pense aux Bretons qui sont là, ou assimiler les Bretons, je sais. Attends, Vaudin, c'est pas assimiler aux Bretons. La serre, dans le tome 5, repart en Gaule. Là, on est complètement avec les dieux celtes, les mythes celtes, et on va aussi faire un détour avec le mythe arthurien, qui va aller en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, du coup, dans le tome 5, ça sera exploré. Bon, bah ça va, alors je pose la Parce que le mythe arthurien est directement issu de la mythologie celte. Donc on va se bosser sur les mythes arthuriens, peut-être parce que c'est ce qui nous est parvenu par Chrétien de Troyes après, mais c'est quand même tout ça, il y a une origine très celtique. Donc on a tous plus ou moins nourris par cette mythologie-là. Mais justement, ça vous tente pas d'essayer d'en faire un à votre tour? Parce que alors d'accord, c'est un des serpents de merde. Ouais, tu sens. C'est un des serpents de merde de la fantasy, évidemment, mais ça peut être aussi intéressant d'essayer de renouveler ça différemment pour en faire quelque chose d'original. Oui, mais c'est des questions d'opportunité. La porte s'ouvre pas pour des raisons X, Y. Il se trouve que voilà, ça ne s'est jamais présenté pour moi. Si ça se présentait, je pourrais entendre mes enfants. Si ça se présentait, ben oui, j'irais volontiers là-dessus. Moi j'ai fait 2 nouvelles là-dessus. Et je trouve ça puissamment. En fait, je trouve ça puissamment casse-gueule parce qu'effectivement, tellement de choses ont été faites
et c'est tellement montré dans l'inconscient collectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la mythogenèse, et y compris dans les récits. Donc, c'est-à-dire comment, à la fois la distance avec les mythes, et aussi comment les mythes se construisent dans le cadre du récit. Donc, comme tu disais, hein, Pierre, je pense que c'est une question d'opportunité et d'attirance. S'il y a eu cette petite opportunité offerte par les Imaginales, tu sais, sur les anthologies thématiques, oui, ouais. qui reprenaient des archétypes de la mythologie celtique, comme le barde, la sirène, etc. Barde et sirène. Ouais. Et bon, ça m'a permis de travailler un peu sur ces archétypes qui s'appellent la mythologie celtique, mais voilà. Il faudrait faire un volume sur l'épée dans la pierre, un truc comme ça pourrait être intéressant. Oui, oui, comme hier soir. J'ai un tel respect pour certains auteurs qui se sont appropriés cette mythologie. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir raconter quelque chose de neuf et je veux pas. Il y a peut-être le côté que finalement on est des Gaulois et qu'on a peut-être l'impression que c'est si tu fais des choses celtes, tu restes à la maison. Et on a peut-être que dans l'inconscient on se dit j'ai envie d'aller explorer autre chose, mais pas forcément creuser mon fond. Mais nous, comme dans la Serre, on est dans un monde donc années 30, mais qui a gardé les structures antiques, forcément comme la Serre repart en Gaule. Voilà, mais c'est une Gaule uchronique où, à l'époque de Jules César et Vercingétorix, Vercingétorix a botté les fesses de Jules César, qui est reparti chez lui, et donc qui sont restés avec une organisation, donc il y a des druides, etc. Donc c'était assez intéressant de creuser, de faire des recherches pour voir un peu comment... Et là, en faisant les recherches, on s'est quand même rendu compte que, encore une fois, les historiens, et puis même l'histoire par elle-même, les traces qui ont été laissées, le monde romain, quand il y a eu la France gallo-romaine, ils ont recouvert beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui ont été effacées, et où il nous est resté plutôt la vision romaine que la vision gauloise. Donc c'était compliqué. Alors, il y a beaucoup de recherches maintenant qui creusent pour essayer de retrouver les Gaulois, mais on a finalement peu de choses qui restaient. Surtout qu'ils avaient des constructions en bois, il y avait peu de choses qui étaient écrites, et on a beaucoup de mal à retrouver en fait. Est-ce que c'est pas lié avec les forêts, ou l'ouverture des forêts par les romans? Je sais pas, parce que la mythologie romaine, on est très très loin de ce genre d'univers, et ce sont des pays qui sont beaucoup moins boisés, quoique, enfin, la Gaule, la France, c'est un pays extrêmement boisé. Donc, je ne sais pas, est-ce que cette perte-là est liée à la perte des forêts? Je pense que c'est... Moi, j'ai un ami, donc Bernard Sergent, qui a énormément travaillé avec Dumézil. Il a travaillé sur la mythologie française à une époque où, il y a 30 ans, 40 ans de ça, on disait qu'il n'y a pas de mythologie française. La seule mythologie qu'il y a, c'est les Grecs et les Romains. Et quand il a creusé pour essayer de retrouver des choses, il s'est rendu compte que là, au niveau des mythes, des croyances, des histoires, c'est vraiment des chape de choses qui ont recouvert et qui ont phagocyté. Donc déjà les Romains qui sont arrivés et qui ont réintégré des choses des Gaulois et les ont recouvertes, et après derrière le christianisme qui s'est emparé et qui à chaque fois a repris les fêtes traditionnelles pour les transformer en fêtes chrétiennes, etc. Et à force de recouvrir, il y a plein de choses qui se sont oubliées. C'est ce que montre Marcal d'ailleurs. Voilà. Et qui ont été enterrées. J'ai une histoire fascinante à ce cause, que j'habite en Lorraine, et j'ai découvert, ça je le savais depuis un moment, mais j'ai eu la chance de visiter des sites. Il y a des églises, vous avez encore des têtes de mitra qui sont incrustées, parce qu'en fait, certaines églises on a démoli des temples, entre guillemets païens, polythéistes, et les églises étaient construites parce que ces lieux étaient considérés comme des lieux chargés d'énergie, et donc les gens, même en détruisant les temples païens, ont gardé en mémoire les anciens cultes. Et il y a des têtes de mitra un peu partout, justement en Belgique. C'était aussi une façon de faire accepter le nouveau culte, en disant on va garder l'endroit où les gens venaient prier, on va faire un espèce de mélange, où petit à petit, après, le côté chrétien va prendre le pas, mais les gens viennent prier là, au début ils prient un peu les deux, et puis après, petit à petit, on oublie. Et c'est ce qui s'est passé avec la matière arthurienne, hein. L'Église a rajouté le Graal. Et les emprunts entre le judaïsme et le christianisme, c'est méconnu, mais c'est très 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 important. Enfin, le christianisme a énormément apporté des choses du mitraïsme. Oui, tu parlais du mythe arthurien, le Graal ça a toujours existé, mais dès le début, mais à la base c'est pas du tout la coupe où Joseph d'Arimathie. En fait, c'est plutôt un plat indien en réalité, un Graal. Vous avez tous des Graals à la maison. Et récupéré par l'Église. Et ça a été récupéré, et ce qui est rigolo, c'est que c'est une matière qui est considérée toujours en évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
par les érudits du mythe arthurien, par exemple, le Sacré Graal des Monty Python, qui est entré dans l'inconscient collectif, est considéré comme une source arthurienne. Ah, génial. Et c'est Alexandre Astier qui dit ça. Soit dit en passant, J'allais parler de Kaamelott. soit dit en passant, et je pense que Kaamelott va y entrer, soit dit en passant, Kaamelott c'est hyper intelligent. C'est-à-dire que derrière la rigolade et tout, si vous étudiez un peu le mythe arthurien, c'est hyper bien vu, tout est dedans. C'est-à-dire que si vous lisez notamment Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, Perceval, c'est déjà un abruti. C'est pour de vrai. C'est le type qui fait, sa mère lui dit t'es un chevalier, t'es trop beau. Il fait ah d'accord, super, il part sur une route de campagne, il rencontre un chevalier, un vrai. Et le type lui fait mais t'es qui toi? Ah je suis un chevalier, mais non t'es pas un chevalier. Et Perceval, comme il est fort et qu'il est bon, il désingue le chevalier, il prend son armure et son cheval, il fait youpi, je suis un chevalier. Alors, dès le début, c'est une buse. Et c'est génial d'Astier de l'avoir. Et il y a tout qui est construit dedans. Si vous, je spoile pas l'éventuelle fin de Kaamelott, mais je pense qu'il suit extrêmement bien le contexte historique. Ça pourrait être vraiment vu, au-delà de la rigolade, comme ce qui c'est presque ce qui aurait vraiment pu se passer en fait. C'est assez génial. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas d'archives, de moins en moins d'archives sur la Gaule gallo-romaine ou avant Rome, quand on regarde Kaamelott, et j'ai pas osé dire tout à l'heure, je vous laissais développer, quand on regarde Kaamelott, il a fait ce travail de recherche et de reconstitution, probablement sur documents d'historiens. C'est un travail récent, et avant on ne faisait pas. Et là, il y a 10-15 ans qu'on a commencé à faire des vraies recherches. Ce qui rend plus fort la fiction du coup et l'humour de la série. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur comment asseoir le vraisemblable d'un texte, même d'imagination, comme de la fantaisie, sur de la recherche sérieuse et tout. Enfin, c'est poésie, encore une fois. Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée du début à la fin. Puisque je l'ai inventée d'un bout à l'autre. Bon, on va s'arrêter dans quelques minutes jusque-là. Si vous avez des questions à poser aux auteurs, c'est le moment. Et puis, je vous les laisse en pâture, monsieur. Est-ce qu'on fait passer? Je vous amène le micro. Hop. C'est passionnant de vous écouter. J'ai une question, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais on ne voulait pas. Mais pourquoi tenez-vous à expliquer l'imaginaire, à expliquer ce qui fait le rêve, ce qui fait toute la qualité, la quintessence de ce que vous écrivez, et vous ne voulez pas nous laisser dans, je ne dis pas dans l'ombre, mais nous laisser à nous à imaginer, sans nous dévoiler tout, sans décortiquer tout ce que Vous voulez manger le plat sans aller dans la cuisine, quoi. Non, c'est comme si un peintre, il expose une toile, et on ne va pas lui demander c'est quoi cette partie en haut que vous avez fait. Non, vous regardez la toile, et à vous d'imaginer ce qu'il y a dans la toile. Mais je trouve que ce qui est déjà magnifique, c'est de faire ce que très peu de gens, très peu de littéraires sont capables de faire en France, de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'imaginer, à partir bien sûr de faits historiques, des classiques, mais à notre avis, laissez-nous rêver, laissez-nous dans le Mais vous faites partie des gens qui acceptent d'être déstabilisés par l'imaginaire et de plonger dans un univers imaginaire. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne l'acceptent pas. Et le travail qu'on fait ici, mais peut-être ici avec des convaincus, c'est d'essayer d'inviter des gens qui n'ont pas l'habitude de l'imaginaire dans l'imaginaire. C'est impossible à expliquer. Oui, c'est très difficile. Enfin, ça n'occulte pas le plaisir, je pense, ni de la lecture ni de l'écriture, parce que si on fait ça, c'est partout, pour nous, c'est par plaisir. Et on espère que le plaisir sera partagé par les lecteurs. Mais il se trouve que voilà, on est dans une société où il faut expliquer un peu ce qu'on fait pour que les gens puissent en avoir moins peur et rentrer dedans. Et combien de fois, à la fin de conférences comme celle-ci, les gens sont dit ah ben on ne savait pas que c'était comme ça, donc on va essayer. Et c'est ça qui m'importe moi, c'est d'essayer d'attirer des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre, par ce genre de conférences, et qui vont accepter du coup de plonger dans le genre et de se laisser captiver. Je vais vous raconter une petite anecdote, si vous me permettez. 2000, le salon du livre de la Guadeloupe. Pierre Bordage. Très bon salon, je conseille tout. Ouais. Pierre Bordage, Christian Grenier, auteur jeunesse, qui sont là, moi avec mon petit micro. C'est le genre de salon du livre qu'on aime bien, je ne vous le cache pas. Et puis, on fait le premier débat sur la science-fiction, l'imaginaire, l'invention, etc., etc. Et puis, on se met à... Je pose des questions à ces messieurs qui se mettent à parler, entre autres, je m'en souviens, de la pierre et le sable d'Eiji Yoshikawa, etc.
il y a un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Ruffin, dont le nom vous dira peut-être quelque chose, qui était assis en face de nous, qui nous avait vaguement croisés dans l'hôtel et tout, on avait vaguement parlé avec lui et tout, qui vient tout de suite nous voir et qui nous dit « Mais alors les gars, c'était passionnant ce que vous avez dit, mais vraiment c'était passionnant. Je croyais que vous étiez des fous qui attendaient l'arrivée des extraterrestres, et en fait, vous êtes comme moi, vous avez parlé de mécanisme du roman, vous n'avez parlé que de littérature. Et non seulement on a passé beaucoup de temps avec lui, on a beaucoup parlé avec lui, et c'est pour ça qu'il a écrit Globalia. Parce qu'à ce jour-là, il nous a dit « Vous êtes capable d'écrire de la science-fiction, moi je ne suis pas capable d'en faire, j'ai fait que du roman historique et tout, et ben je ne suis pas sûr d'être un vrai écrivain, parce qu'un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui sait écrire beaucoup de choses. » Et il a écrit Globalia. Et moi, j'ai écrit un jeune mineur suite à cette rencontre avec Jean-Christophe Ruffin, parce que du coup, ça m'intéressait de rentrer dans l'historique. Et vous voyez, c'est important finalement d'échanger le pourquoi du comment aussi, parce que ça permet de créer aussi ce genre de lien, et puis dans un certain sens de dépoétiser, j'ai failli dire, de dédramatiser ce que sont ces genres de l'imaginaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore là en train de se dire c'est quoi ces fous. C'est pas des fous, c'est des auteurs, ce sont des extraterrestres qui combattent des robots dans l'espace avec des bruits de rayons laser. Star Wars, ça c'est bien. L'auteur de l'essai, je crois que c'est Charles Stross qui disait la science-fiction, c'est pas faire péter des trucs dans l'espace, c'est avoir une réflexion un peu sociale sur ce que l'humain pourrait devenir. Mais si vous pouvez le faire en faisant péter des trucs dans l'espace, pourquoi pas? C'est une chose qui ne fait aucun bruit dans l'espace. Oui, en plus. Ouais, en plus. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Allez, Jean. On reprendra les deux questions. Alors, moi, je vais embêter juste à propos de Perceval, notamment par rapport à lui, parce que j'ai. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est juste que j'ai assisté à une réflexion il y a très peu de gens. Non, c'est pas du tout mon ça. Mais et si Perceval était réellement intelligent, en fait, toute la question vient aussi d'études un peu historico, mais en même temps fictives. C'est que Perceval, à la base, il vient pas de la même région qu'Arthur, et en plus, historiquement parlant, déjà Arthur et la plupart de ses chevaliers ont été élevés parce que c'était des descendants de culture romaine, donc ils parlaient déjà latin, un latin en plus vulgaire qui n'était même pas le latin classique, que Perceval ne piquait absolument pas. Donc déjà, il y a la barrière de la langue qui va rentrer en considération. Et ensuite, toute la question se pose, qu'est-ce que l'intelligence? Parce que dans la bonne question. Je me suis fait provocateur, en réalité, Perceval, c'est pas un abruti, il est naïf. Et c'est ça qui, dans les premières versions de la quête du Graal, c'est certainement aussi bien, alors probablement à ce que j'entends mieux, quoi. Dans les premières versions de la quête du Graal, c'est lui qui réussit, et c'est un des grands, il y en a plusieurs, je crois que de mémoire, il y a à peu près 3 chevaliers en fonction des versions qui réussissent. Perceval est un des premiers, parce que dans la première version de la quête du Graal, alors vous m'avez pensé, c'est autre chose. Dans la première version de la quête du Graal, en fait, en réalité, la quête du Graal, c'est un plat à viande, typiquement, et en fait, il y a le roi pêcheur qui est malade dans son château, et trois servantes, si ma mémoire est bonne, passent avec des objets, il y a une lance, et notamment il y a le Graal. Et en fait, celui pour lever la malédiction du roi pêcheur et réussir la quête du Graal, il faut poser la question, en se disant mais qu'est-ce qui se passe ici, en substance? Et comme tous les chevaliers sont très bien élevés, ils n'osent pas le faire. Et Perceval est le seul qui a la naïveté enfantine de poser la question et de lever la malédiction. Et alors, on parlait de Kaamelott tout à l'heure, du coup je résiste pas. Dans un épisode, et c'est pour ça que c'est hyper intelligent Kaamelott, dans un épisode, un des cours rigolos, Arthur, Alexandre Astier sort Excalibur et l'épée est enflammée. Et en fait, Arthur explique que l'épée, quand elle s'enflamme, quand elle est prise par quelqu'un qui a un destin. Et à un moment, Perceval la prend et elle s'enflamme 3 fois plus. Et là, si vous savez, du coup, vous avez le truc, moi j'étais là, oh c'est génial! Il a mis le fait que potentiellement c'est Perceval qui réussira à la quête du Graal, en fait. Parce que c'est dans les premières versions, déjà. Donc oui, en fait, en réalité, il n'est pas idiot, je me suis fait provocateur parce que voilà, il a la naïveté enfantine et quelque part il a la pureté enfantine. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté chez Crédit. Oui, c'est la vertu de l'innocence. Voilà, l'innocence, exactement. Alors la fantaisie, en fait, ça vient quand même du mot fantasme. Et on retrouve souvent dans les mythes quand même une notion de fantasme dans la création du mythe où on cherche à fantasmer des événements. Est-ce que quand vous créez un roman de fantaisie, est-ce que vous avez aussi cette notion ou est-ce qu'elle vient par la suite dans votre écriture? Moi, c'est assez amusant comme question, parce que quand j'ai commencé à écrire le premier jet de mon tome 1, mon premier roman, en fait,
histoire de pirates, mais pas dans un univers historique, dans un autre univers. Et effectivement, il y a, comme vous le soulignez, l'aspect fantasme, l'aspect désir, dire moi j'ai envie de faire quelque chose de différent et de proposer quelque chose de différent, parce que en fait, je pense que quand on est auteur, on est d'abord un lecteur. J'écris, alors ça peut paraître prétentieux, mais j'écris l'histoire que j'aimerais lire, en fait, tout simplement, et je crois qu'il y a une notion de plaisir qui est très importante. J'espère avoir bien répondu à votre question. Il y a pas, moi, j'ai l'impression que quand je ressens qu'il n'y a pas vraiment d'intention. C'est une plongée directe dans l'histoire et avec tout ce que j'aime qui va forcément survenir à un moment ou à un autre et tout ça, quoi. Donc il n'y a pas d'analyse de je vais faire comme ci ou comme ça. Non, je plonge avec des personnages, mais ces personnages, je disais que les personnages ont une vie tout à l'heure, ces personnages m'entraînent dans leur propre univers, c'est eux qui me font découvrir. Moi, c'est juste mes vaisseaux spatiaux, mes vaisseaux humains, et puis je vois à travers leurs yeux, je découvre l'univers. Enfin, je suis un structurant, peut-être que les structurants sont un peu différents. C'est le grand débat qu'on a régulièrement sur structurant, c'est-à-dire ceux qui partent avec l'écriture directe ou ceux qui ont besoin de structurer tout leur univers avant de commencer. Et moi, non, comme je ne structure pas, je découvre tout avec les personnages et ceux qui m'entraînent dans leur univers. Oui, c'est le temps de la création en fait. Et, le temps de l'analyse pour le structurant bien qu'après, voire pour ensuite en parler. C'est ça, l'analyse et l'après. D'ailleurs, dans ce genre de débat, je prends conscience de certaines facettes de l'écriture parce que je n'avais pas du tout perçu au moment de l'écriture. Oui, ça fait des années que je apprends plein de trucs. Oui, merci au maître. En fait, oui, c'est très compliqué de savoir comment le roman va se créer, comment l'idée vient. Ça peut partir de tout et n'importe quoi. On lit quelque chose, ça évoque autre chose, ou bien il y a un mythe, ou il y a nous, comme la mythologie, les Égyptiens, l'Égypte ancienne, ça fait longtemps que ça me titillait, j'avais envie de faire des choses avec, mais ça peut être aussi un fait historique que je vais lire et qui va m'évoquer quelque chose, ou ça peut être, comme tu disais, des rencontres lors d'un salon, comme pour toi. Il y a un exemple marrant, c'est un jour où je dirigeais la collection à la Tamarte, Karina Rosenfeld qui est là, qui me téléphone et qui me dit Stéphane, j'ai une idée de roman, mais j'ose pas t'en parler. Ah bon, pourquoi? Ben voilà, j'ai fait un rêve, il y avait un couloir, c'est ça que je veux écrire comme roman, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je lui ai dit, je la connaissais bien, je sais le potentiel d'imagination qu'elle a, je lui ai dit, vas-y, développe, fais-le, et puis c'est devenu l'univers de Dorégon en fait. Mais c'est parti d'un rêve, un couloir. Je pense qu'il y a ce côté fantasme, enfin, des choses l'imaginaire qui tourne, et il y a aussi, je pense, un désir fort, où à un moment donné, il y a une histoire qu'il faut qu'on raconte. Il y a quelque chose qui se crée et qui pousse à écrire. Et l'écriture, d'ailleurs, c'est fou, parce que c'est... je crois qu'on est très maso tous. C'est quelque chose... Quand je discute avec les auteurs, on a tous un peu la même perception des choses. C'est à la fois quelque chose qui donne un plaisir intense, parce que vraiment on crée, mais en même temps, c'est une souffrance quand il faut pondre les pages, des fois quand on est englué dans des choses qu'on n'arrive pas à démêler, et puis ça prend du temps, et puis il faut relire, et puis il faut retravailler, et il y a des moments quand on arrive comme ça sur le bout, on se dit mais je ne vois pas la fin, mais quand est-ce que ça s'arrête? Alors on soit qu'on est très 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 maso. Et quand on met le mot fin, quel bonheur, champagne pour tout le monde. Et non, juste sur la notion de fantaisie et fantasme, c'est intéressant parce que fantasme, c'est la traduction directe de fantaisie, il y a vraiment les deux sens aussi en français. En français, il y a deux orthographes, il y a effectivement le fantasme avec un F qui est donc le désir. On écrit parce qu'on a envie de parler de certains trucs, clairement. J'ai envie de traiter quelque chose, mais aussi fantasme PH, qui est l'illusion, qui est en fait finalement le premier sens, qui est le fantasme, c'est l'illusion de la fée en fait. Et pour moi, la fantaisie a vraiment ces deux sens-là. Il y a le désir de l'auteur, il y a également le côté, je me lance, chamanique de, métaphoriquement, le lecteur est au coin du feu avec nous et on balance des poudres dans le feu, on crée des formes et on raconte des trucs. Viens avec moi, je vais te raconter des trucs, ça va être trop bien. Voilà. Bah, écoutez, je suis désolé, je vais arrêter. On va s'arrêter là, on va dire que c'est le mot de la fin, qui était très très bien, même si ça m'a évoqué la scène de Star Wars où C3PO raconte la guerre des étoiles à Ewok. Quand on parlait des poudres, je suis désolé, des fois ça me traverse comme ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, il me donne le micro pour que j'en dise le moins possible, c'est lui qui parle.
Voilà, on va dire que c'est le mot de la fin. Je vous invite à revenir tout à l'heure. Il y aura un autre débat à 2 heures. C'est peut-être littérature pour la jeunesse, si je me souviens bien. Avec Karina Rosenfeld et Ange, Anne Guéraud. Ensuite, il y aura une table ronde toute seule, Pierre Bordage, un petit autoportrait de Pierre Bordage. Et il y aura un troisième débat ce soir. Je ne sais plus c'est lequel, excusez-moi. Fantasy et Steampunk. Fantasy et Steampunk ce soir, merci. Parce que, comme on a fait des modifs hier. Voilà, en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous voir, on est disponible à l'espace dédicace. C'est-à-dire que la conversation avec vous, ce sera un grand plaisir. Et je vous invite à prendre vos cartes bleues pour. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour ces. Et merci à Stéphane. Merci, oui.